le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Mettons-nous d'accord avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Jérôme Dubu est là, bonjour. Bonjour. Membre du pôle idée d'Horizon. Nous attendons Sophie de Menton, chef d'entreprise, président du mouvement éthique. Nous attendons Jean-Christophe Gallien. Peut-être y a-t-il quelques problèmes d'embouteillage. Non, c'est vrai que les taxis qui sont en grève et qui bloquent. Il bloque le boulevard Raspail. Sophie n'est pas loin, je crois, de ce quartier. Et c'est vrai que les taxis sont en grève et bloquent les accès aux aéroports, entre autres. Donc peut-être des problèmes de circulation. Et Jean-Christophe Gallien, politologue, conseiller en communication, qui ne devrait pas tarder à arriver non plus. Et Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation. Et vous participez également à la revue Hémisphère. L'hémicycle. Voilà Jean-Christophe Gallien qui arrive. On se sent moins seul. Washington, fusillade mortelle devant le musée juif, avec Israël qui demande qu'on renforce la sécurité devant ses ambassades partout dans le monde. Les frères musulmans, toujours ce rapport, comme Macron en colère qui promet des mesures. Marine Le Pen qui parle d'une blague qui ne fait pas rire, qui dit qu'elle n'a rien appris. On parlera de Bernard Arnault hier qui était entendu lors d'une commission parlementaire. Il dénonce l'interventionnisme de l'État auprès des entreprises. Bref, beaucoup de sujets avec vous. On va commencer avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Gilbert, c'est un coup de cœur pour vous-même. C'est bien. Mais c'est bien, vous savez que quand vous en aurez marre que je parle d'éducation et de football, vous me le direz. Vous savez que je dirige le Parisien étudiant depuis quelques années et on sort l'enquête sur les grandes écoles de commerce. Alors on parle beaucoup parce qu'il y a un peu un bashing quand même sur les écoles de commerce et je voudrais revenir dessus. C'est l'occasion d'explorer quand même nos fleurons. Pourquoi il y a un bashing d'ailleurs? Parce que ça coûte cher, parce que c'est... Est-ce que ça sert à quelque chose, c'est la question? Oui, mais... Est-ce que ce sont des bonnes études? Quand vous aurez écouté... Moi, je connais pas mal de gens... dont les enfants font tous des écoles de commerce et puis quand ils en sortent, ils deviennent pépiniéristes, mais ça, agriculteurs... Alors, n'exagérons pas. Je vous propose de finir ma chronique, peut-être que ça sera l'objet d'un débat. D'ailleurs, pépiniériste, c'est un très beau métier. Rassurez-moi, ça fait pas 2 pages. Mais non, c'est encore 18, voyons. Allez. Alors c'est l'occasion d'explorer cette enquête, les fleurons de notre économie de la connaissance. Des fleurons, si j'osais la comparaison avec le football, qui pourraient jouer aisément en Ligue des Champions. Des fleurons qui jouent pleinement leur rôle en matière académique, parce qu'ils produisent de la recherche. Je rappelle qu'il y a un doctorat à HEC. En matière de transition environnementale, franchement, ils mettent le paquet là-dessus. Et puis, c'est peut-être contre-intuitif en matière d'inclusion. Même si elles sont chères, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour permettre d'attirer celles et ceux qui sont loin des études ou de ces grandes écoles. Un ancien patron d'HEC me disait, jamais un étudiant restera à la porte d'HEC pour un problème, un manque de ressources. Alors, les grandes écoles consacrent des sommes importantes pour les aider, justement, ces boursiers. Alors, un mot sur cette enquête. On découvre que les écoles investissent en recherche, mais également dans la tech. On y pense moins souvent. Dans l'IA, beaucoup de centres de recherche sont financés par ces écoles de commerce pour imaginer de nouveaux business et des modes originaux d'entreprendre. Alors, un mot sur les écoles elles-mêmes. HEC, toujours en tête, mais ça, on n'y coupe pas. HEC Paris oui. Il y a HEC Montréal, vous avez raison. Je vois que vous connaissez le sujet aussi. Non, il y a HEC Montréal, je crois qu'il y en a HEC en Suisse. Mais bref, HEC Paris, avec l'ESSEC, le SCP, traditionnellement les 3 parisiennes, mais des écoles émergent, l'EDEC, le M Lyon, Schema Business School qui s'est installé dans les anciens locaux d'Airbus à Suresnes. Ce sont des petites universités, entre 8 et 12 000 étudiants quand même, mais particulièrement dynamiques. Alors, on a aussi des écoles après-bac. Alors ça, c'est des écoles sur prépa. On a des écoles après-bac en 5 ans. Et là aussi, ça se défend plutôt bien avec des activités importantes. L'ESCAL, l'IESEG, le M Normandie ou encore, juste à côté à la Défense, le MLV. Alors, je vais pas citer la quarantaine d'écoles qui figurent dans cette enquête. C'est à retrouver dans le Parisien. Dans le Parisien étudiant. Simplement pour vous dire que dans bien des cas, faire le choix d'une grande école, ça permet de suivre une formation plutôt de qualité et une insertion de qualité. Parce que la dernière enquête d'insertion de la conférence des grandes écoles, 82% des jeunes issus d'une école de management trouvent un emploi dans les 6 mois. Alors la prochaine enquête sort au mois de juin, ça sera peut-être un peu plus compliqué. On verra pour 2025. Mais en tout cas, saluons nos grandes écoles. Mais puis, quand on n'a pas d'argent, on fait comment? On fait financer. Soit on demande un coup de main à l'école. J'étais la dernière fois à une soirée de l'ESCP, une jeune fille était venue en disant à la fondation, j'ai dit, je ne peux pas, je suis une bonne élève. Est-ce que vous m'aidez? La fondation, elle a payé l'intégralité de sa formation. Il y a des prêts bancaires. Quand on connaît les salaires à la sortie, on peut se dire que c'est peut-être une façon. Et je rappelle simplement que les écoles américaines sont de 1 à 4 fois, les écoles françaises de commerce sont 1 à 4 fois moins chères que les universités américaines. J'étais à Berkeley récemment, c'est 60 000 € l'année, juste pour... Et c'est combien en France?
C'est autour de 15, entre 12 et 20 000 selon les plus prestigieuses. London Business School, c'est 40 000 maintenant. Voilà. Puisque... Je rappelle qu'un étudiant en master à l'université, c'est 12 000 et un étudiant en prépa, c'est 18 000 pour l'État. Non, mais ce qu'il faut souligner, et Gilbert a raison de mettre le focus là-dessus, c'est que nos grandes écoles de commerce sont très bien classées dans les classements internationaux. C'est quand même les dernières qui soient encore bien classées, parce que nos universités, elles ont un peu disparu, malheureusement. Il n'y en a pas assez, mais elles n'ont pas disparu. Oui, enfin, elles ne sont pas très très bien classées, puis elles chutent. Il y a encore nos grandes écoles de commerce qui défendent un peu la spécificité française, donc il faut le dire, il faut bien le dire. Ouais. Moi, je trouve qu'il faut saluer effectivement ces résultats. Il faut saluer l'idée qu'effectivement, il y a cette filière qui fonctionne plutôt bien. Maintenant, il faut aussi dire ce que vous disiez sans le dire, que moi je suis un enfant de l'université en partie, aussi aux États-Unis, vous voyez, donc j'ai fréquenté les deux mondes bien avant que ça soit aussi cher que ça, malheureusement pour ceux qui sont aujourd'hui. Maintenant, je suis un défenseur de ce que j'y enseignais à l'université, parce que je pense que ça doit être la priorité. Malheureusement aujourd'hui, le fait est que l'université française récupère des jeunes gens qui aujourd'hui sont à 85% d'une classe d'âge au baccalauréat, ce qui rend impossible le travail de qualité à l'université puisqu'on ne lui a pas donné les moyens, et ce qui renforce la privatisation de l'enseignement supérieur, ce qui pour moi n'est pas qu'une bonne nouvelle, si vous voulez, parce qu'au milieu de ce que vous racontez, il y a aussi beaucoup d'arnaques, il y a eu des grandes réussites, je pense notamment, on pourrait le dire, Galileo, qui est la première entreprise internationale d'éducation privée au monde, c'est une entreprise française avec des capitaux un peu variés, mais c'est important, donc ça crée des capacités, mais il faut rappeler cet enjeu majeur de l'université française, qui est quand même l'endroit où on doit pouvoir avoir l'excellence. Les doctorats dont vous parlez, ils sont quand même à l'université, ils sont plus là. Et il faut qu'on pousse vers ça, et qu'on donne les moyens, notamment dans les premières années, à ces jeunes gens de travailler dans des bonnes conditions comme elles enseignent. On marque une pause puisqu'il est bientôt 11h et c'est l'heure du journal. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, votre avis fait la différence. C'est vrai que moi, ça fait des années maintenant que j'écoute Sud Radio et à chaque fois, c'est un plaisir de retrouver vos émissions du matin, de l'après-midi, du soir. C'est top. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité dans le 10h midi avec Jérôme Dubu, membre du pôle Idées d'Horizon, Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, et Gilbert Azoulay, directeur général de Newstank Éducation, et vous collaborez également à la revue L'Hémicycle, revue dirigée par Éric Revel. Voilà, on va revenir sur le rapport sur l'entrisme des frères musulmans. Emmanuel Macron en colère, paraît-il, promet des mesures. Le dossier était quand même sur son bureau depuis 6 mois. Et puis on semble découvrir, comme le dit Marine Le Pen, on semble découvrir des choses que personne finalement n'ignorait. Bernard Arnault qui dénonce l'interventionnisme de l'État dans les entreprises. Enfin, il vous écoute. On va parler de tout ça. D'abord, vous savez, je l'apprends tous les jours à nos débatteurs. C'est la fête des mères dimanche. Et la Sainte-Sophie. Et la Sainte-Sophie. Oui, les deux en même temps. Vous allez avoir 2 cadeaux alors. Au moins. Alors, Sud Radio vous offre un bracelet personnalisé de la collection Lettres de la marque Le Vent à la Française. C'est un bracelet avec les initiales de votre prénom, avec l'initiale de votre, avec un S, livré dans un coffret cadeau. Et donc, on vous encourage à nous appeler 0826 300 300. 0800. Et nous prendrons 2 gagnants aujourd'hui, puisqu'hier on a oublié de faire le jeu. Donc 2 cadeaux aujourd'hui, 2 gagnants. On vous donnera les noms dans un instant. En tout cas, c'est fait en France, made in France. C'est fait à la main, c'est résistant à l'eau, c'est unisexe, il n'y a pas d'allergène et c'est garanti à vie. Voilà. Ils vont le recycler pour la fête des pères. Voilà. Allez sur le site levent-à-la-française.com pour retrouver les différents modèles. Voilà, on vous attend 0826 300. Allez, on continue notre tour de table avec vous, Jean-Christophe Gallien. C'est un coup de cœur. Pour une fois, avant qu'on lui tombe dessus parce que mon vrai coup de gueule était sur ce dont vous aviez parlé, le rapport depuis 6 mois, voire depuis de longues années quand même entre nous, soit dit en passant, sur le bureau du président de la République. Mais comme on n'est pas mauvais joueur, je trouvais intéressant son initiative de vouloir accélérer notre présence et notre diplomatie dans l'Indo-Pacifique, une des zones du monde où beaucoup de choses sont en train déjà de se passer et qui finalement
attire davantage qu'ailleurs les regards, les envies des gros blocs en présence, américains évidemment, chinois. C'est pour certains une zone qui est trop proche de leur zone d'intérêt, les autres évidemment qui ne veulent rien laisser. Et nous, on avait abandonné un petit peu, notamment dans le sud-est asiatique. On a surtout abandonné malheureusement parce qu'on a délaissé totalement notre atout majeur dans la zone, c'est-à-dire la Nouvelle-Calédonie, qu'on ne sait pas trop dont on ne sait pas trop l'état dans lequel elle est aujourd'hui, parce que M. Valls est parti il y a quelques semaines, mais voilà, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc on a délaissé ça, mais le président de la République, il active un espèce de voyage blitz un peu au Vietnam, en Indonésie, à Singapour, pour encore une fois affirmer notre présence et tenter encore une fois de faire prospérer les intérêts français dans la zone, qui sont encore une fois avec des racines. L'Indochine, c'est quelque chose dans laquelle on a été. Notre capacité à être présente là-bas est encore une réalité, notamment à Singapour. Donc je pense que c'est une bonne initiative diplomatique. Je regrette encore une fois seulement le point sur la Nouvelle-Calédonie, et je redis, j'en reviens ce matin, je redis que ça ne pourra pas en grande partie couvrir notre échec africain du moment, ce qui est quand même une zone qui est plus proche de nous. On traverse la Méditerranée, on est là-bas, et l'échec sahélien, l'échec pratiquement aussi dans le golfe de Guinée. Mais c'est quelque chose de plutôt intéressant. Pardon, de la part Jean-Christophe, de la part d'Emmanuel Macron. Voilà. C'est Galienne. Oui. Jean-Christophe, j'en ai un peu assez de l'événementiel présidentiel. Je veux dire, on fait de l'événementiel. On a fait Choose France, on va ailleurs, on fait de l'événementiel. On est excellent, les Jeux Olympiques, tout ça. Très bon. C'est une boîte d'événementiel. Donc, excuse-moi, mais c'est au chef d'entreprise d'aller sur place. Il y a avec lui. Il y en a avec lui, il y en a qui sont déjà. Mais alors, on peut pas à la fois réclamer, que l'État se mêle pas des choses. Et je suis assez d'accord. Je pense que les chefs d'entreprise sont suffisamment compétents pour voir ce qui se passe, qu'ils encouragent les chefs d'entreprise. Je pense que indéfiniment, l'avion présidentiel avec le président qui se promène et qui trimballe des chefs d'entreprise, en plus, ce sera toujours les mêmes. Ce sera des énormes. Oui. Ce sera évidemment pas les PME pendant qu'elles sont en train de crever. Et rien ne se passe. Donc, oui, tu as raison. On peut pas critiquer. Enfin, c'est pas du tout ce dont on a besoin et ce qu'on veut. Ce qui est intéressant, c'est que le monde tel qu'il est aujourd'hui, alors pour le pratiquer, moi, concrètement, tous les jours, dans cette dimension-là, c'est un monde où, on met des barrières, les blocs mettent des barrières à l'entrée de leur zone économique, et deux, ils subventionnent tout ce qui se passe chez eux. Oui. Donc l'État et le politique est de plus en plus présents, qu'on soit aux États-Unis, en Chine, à Singapour ou partout, c'est exactement ça. Donc le chef d'entreprise, oui, bien sûr, il a son rôle à jouer, mais malheureusement chez nous, il n'est pas assez aidé. Ça va être le dossier, notamment Bernard Arnault. Donc il ne faut pas le contraindre, mais il faut l'accompagner, il faut le protéger. L'affaire de l'Indochine, c'est une blague. Moi, je suis allé au Vietnam l'année dernière pendant 15 jours, en voyage d'études. J'ai vu les désastres. J'ai vu le désastre de la présence française. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut y aller. Non, mais c'est une blague. Mais c'est pour ça qu'il faut retourner. L'ancienne Indochine, c'est quoi l'ancienne Indochine française? C'est le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Le Cambodge et le Laos, ce sont des colonies chinoises. C'est clair. Ils sont à côté, c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est leur terre, c'est leur zone d'intérêt. C'est pas normal. L'endettement, si je peux en placer une, l'endettement des États, de ces deux États, est totalement assuré par la Chine. Donc ce sont devenus des colonies financières. Et bientôt occupés militairement, parce qu'il va y avoir des bases chinoises qui vont être installées dans ces deux pays bientôt aussi au niveau militaire. Et au niveau économique, je n'en parle pas. C'est 99% du commerce avec la Chine et du commerce forcé. Bon, il reste le Vietnam. Le Vietnam, il est un peu gêné par la présence chinoise et il s'en méfie. Mais c'est pas pour ça qu'il va se tourner vers la présence française. Plus personne ne parle français au Vietnam. Plus personne. On parle anglais, on parle allemand, on parle évidemment chinois. On ne parle plus français. Il n'y a plus aucune présence française dans ce pays. Et on a laissé pendant des années filer notre présence. Ça, c'est vrai. Et Macron, vous pensez que c'est rattrapable, vraiment? Vous pensez qu'on peut rattraper ça? Je veux bien qu'on fasse de l'agitation aujourd'hui, je suis totalement d'accord. Alors là, je signe ce qui a été dit sur le Cambodge et le Laos complètement. C'est-à-dire que c'est même une prédation de ces zones-là. Mais personne ne dit rien. Mais ça a commencé, Jérôme, ça a commencé il y a bien longtemps, même des années 80. Donc en réalité, aujourd'hui, on est face à une possibilité. Je dis pas que
si vous voulez, il va réussir dans son entreprise, mais il y a une possibilité, et notamment qu'il y a un autre paramètre qui n'est pas dit dans la communication élyséenne, mais qui est bien concrète là aussi pour la connaître. C'est-à-dire qu'au Vietnam, vous êtes dans une zone où vous pouvez utiliser l'Europe notamment, et notamment les fonds européens pour le faire. Je vous assure que c'est très concret. Je vous assure que c'est très concret, Jérôme, sur beaucoup d'entreprises, à condition qu'elles soient ouvertes à ça. Et la réalité, c'est que vous ne pouvez pas abandonner totalement. Je vous le dis, on a une base arrière qui est chez nous là-bas, mais qu'on a délaissée, alors encore plus que le reste, la Nouvelle-Calédonie, je vous le dis, qui est un point important, très important. Ouais, on est un peu foutu. Juste un mot, un signal faible. Je parlais des grandes écoles, je peux vous dire que avec l'Inde, les accords académiques se multiplient, se renforcent. Et au Vietnam, il y a encore plein de signatures qui se sont faites. Donc moi, je suis d'accord avec toi quand tu dis. Au niveau économique. Mais bien sûr, c'est des accords. Au niveau économique, on est inexistant. C'est le point départ. Désolé de le dire. Si de rien faire, ce serait pire. Il n'y a pas un produit français, il n'y a plus rien. Ça, tu marques la vérité. Il n'y a plus rien. Enfin, voilà. Sophie, peut-être qu'on va marquer une pause, comme ça vous aurez le temps de dérouler votre coup de cœur ou de coup de gueule. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Alors Sophie, c'est un coup de gueule. Deux coups de gueule. Je vous ai autorisé un coup de gueule. Mini coup de gueule. Pardon pour ceux qui aiment l'opéra. Bah non, au contraire. Pour ceux qui n'aiment pas l'opéra, j'ai été écouter Le Chevalier à la Rose de Richard Strauss hier au Théâtre des Champs-Élysées. J'ai halluciné. Une mise en scène, un massacre. D'ailleurs, le metteur en scène a été hué à la fin. Ça ouvre pendant l'ouverture. Oui, ça ouvre. Bon, je suis partie à la fin du deuxième acte. Ça ouvre sur un grand écran avec deux femmes dans un lit pendant toute l'ouverture musicale. Donc, on était quand même les yeux scotchés dans un lit en train de faire je sais pas quoi. Oh là. D'accord. Je sais pas quoi, je dis pudiquement. D'accord. Ensuite, ça ouvre. Alors là, sur la scène, ils sont en train de cloper. Ensuite, je sais pas qui était transgenre, qui était homo, etc. On n'arrivait pas à distinguer. Ça n'avait plus rien à voir avec le livret. On comprenait rien. Il s'est débrouillé pour tuer cet opéra. Voilà, c'est clos, mais il faut le dire parce que c'est un reflet de la société. C'était du wokisme à l'opéra. Et pardon. Au Théâtre des Champs-Élysées. En plus, au Théâtre des Champs, quand même. Et la clientèle, c'était pas. Non, c'est pas ça. C'est ce que j'allais dire. C'est pas vraiment ça. Hein. Deuxième, et je me dépêche pour pas que Valérie dise que je suis trop longue. Deuxième, j'avais un coup de gueule mitigé. Enfin, mitigé parce que je suis pour la concurrence, mais j'ai un coup de gueule contre les plateformes. Et je fais allusion, entre autres, aux taxis qui font grève, que je soutiens pas ce type de grève, mais quand on voit ce qui se passe pour les plateformes, avec des types qui sont pas formés, il y en a qui ont des bracelets électroniques. Non, c'est hallucinant. Oui, mais ils font pas grève pour ça, hein, les taxis. Non. Les taxis, ils font grève. Moi, je grève contre les plateformes. Oui, mais les plateformes, les plateformes, c'est-à-dire Uber. Ils manifestent aussi pour ça. Concurrence déloyale. Alors, je vous fais une petite juste sur la plateforme. L'autre jour, j'étais dans la rue, j'avais besoin parce que j'étais très chargée. Je justifie mon transport en VTC ou en taxi. Il n'y avait pas de taxi. Je commande un VTC, ça m'affiche 22 €. Il y a un taxi qui passe, je lève la main, j'annule la course et je prends le taxi. 38 €. Mais non, mais entre 22 et 38, je suis désolée, je prendrai le taxi et les VTC sont plus confortables que les taxis économiquement, mon coup de gueule. Pardon, aux chauffeurs qui nous écoutent. Une libre concurrence, je suis d'accord. Je pense que l'État régalien ne doit pas intervenir pour les entreprises, mais à partir du moment où il impose des lois, des impôts à des entreprises privées qui respectent tout, il laisse pas dans la nature des plateformes qui font n'importe quoi et c'est dangereux. Mais parfois ça arrive effectivement. Mais parfois c'est très vous souvent. avez des taxis aussi qui font n'importe quoi. Je voudrais finir. Voyez comment ça fait. Voyez comment ça fait comme on interrompt. Oui, c'est très désagréable. Mais les taxis ne font pas grève. Ils font grève aussi pour ça. Je voudrais finir. Allez-y. Je ne défends pas les taxis. Je fais un coup de gueule contre les plateformes, contre d'autres plateformes qui sont pas du tout régulées. Je fais un coup de gueule contre les plateformes de coursiers. Nous, on a éthique des sociétés de coursiers qu'on appelle dans nos entreprises, qui sont réglementées, qui paient, qui déclarent. Les sociétés de coursiers qu'on appelle sur les plateformes, c'est n'importe qui. C'est des mecs qui, par ailleurs, font d'autres courses, dont livrer de la drogue. Vous portez des accusations dont vous n'avez pas forcément la preuve. Ils vous ont proposé du shit Non, ils commandent. C'est le client qui commande, qui n'est pas gentil. D'accord.
Et ces sociétés, je veux dire qu'on est dans une société. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Concurrentielle. Je pense que à partir du moment où il y a des règles pour une profession, on accepte qu'il y ait de la concurrence, mais on n'accepte pas tout et n'importe quoi de gens qui n'obéissent pas aux règles d'entreprise. Moi, je soutiens pour partie ce que dit Sophie, notamment sur la qualité des VTC. Vous avez maintenant dans Paris, alors Paris c'est devenu très compliqué pour y conduire. Grâce à Madame Hidalgo, mais c'est pas ça que je voulais mettre en exergue. C'est la qualité ou la mauvaise qualité des chauffeurs de VTC. Enfin, ils font n'importe quoi. Ce sont des gens qui sont dangereux. Je ne sais pas où ils ont eu leur permis de conduire, mais c'est affolant. Ils n'ont pas de permis. Il y en a qui n'ont pas de permis. Ben voilà. Et les agressions, j'ai regardé. Et là, il n'y a aucun les statistiques contrôle. des agressions de soir pour les jeunes. C'est stupéfiant. Ils sont dangereux. Vous les signalez dans ce cas-là. Oui, c'est ça. Mais signaler à qui ? Moi, je suis pas pétainiste. Non, mais quand vous êtes, qu'est-ce qui vous est arrivé avec les véhicules ? Je veux pas les défendre à tout prix, mais en tant que conducteur, c'est pas quand je suis dans le véhicule. C'est en tant que conducteur, je les vois conduire, c'est catastrophique. Il n'y a pas de clignotant. Alors, on va faire des vélos, on va parler des vélos. Non, mais là, ce sont des voitures. Oui, ce sont des gens qui sont censés savoir conduire. Donc il faut, je reviens à l'entreprise, il y a des entreprises privées qui paient cher pour avoir des droits, qui déclarent leurs salariés, qui sont taxés toute la journée, et puis vous avez un monde libre, qui d'ailleurs est assez inéluctable certainement, de plateformes sur Internet, où il faut là faire quelque chose, et l'État doit réguler, et quand il y a des sociétés concurrentes, et on est content d'ailleurs qu'il y ait eu des concurrences des taxis à un moment donné, parce qu'ils sont sont beaucoup plus aimables, hein. On a des verres d'eau, ils sont impeccables. G7 a été exceptionnel. G7 a été exceptionnel. Oui, je fais de la pub parce que c'est la Non, mais c'est pas ça, c'est que là on est en train, on fait un peu du café du commerce parce que il y a c'est du café du commerce. Oui, mais quand vous êtes dans la rue et que vous avez le Oui, mais moi je peux vous répondre de la même manière que j'ai pas forcément des bonnes expériences avec les taxis, que j'ai des voitures vieilles qui puent. Donc voilà, donc on est oui, mais on est au café du commerce, je veux dire, on se balance à la figure des trucs. J'étais en train de faire un coup de gueule contre les plateformes. Voilà. D'accord. Revenons aux fondamentaux, back to basics. Oui. Alors, bon, la plateforme, d'accord. Donc les plateformes. Donc, mais c'est pour dire quoi un café pour tout le monde. Les plateformes doivent respecter. Je veux dire qu'il y a des entreprises qui sont sur Internet. L'État les laisse faire. Il n'y a pas de contrôle. Mais la dérégulation, c'est le mouvement général, partout dans toutes les économies. Donc on y est. C'est compliqué. Ils sont tous d'accord avec moi, sauf vous. Alors. Jérôme, c'est un coup de gueule. Oui, j'en ai qu'un, contrairement à Sophie. On en a fait deux, mais bon, c'est pas grave. Oui, moi, c'est un coup de gueule contre l'élection qui vient d'avoir lieu le 16 mai dernier. Du maire, ou de la maire plus exactement, de Rotherham. Alors Rotherham, personne ne connaît cette commune, pourtant elle a défrayé la chronique, c'est une commune anglaise, à côté de Sheffield, donc dans le bassin de l'ex-industrie de l'acier anglaise, qui a été fortement... Les ch'tis anglais. Non, je termine, qui a été fortement bousculée par la mondialisation. C'est une commune de 255 000 habitants, c'est pas rien quand même, donc c'est une commune relativement importante, et elle avait défrayé la commune, la critique et l'actualité de cette commune, souvenez-vous, avec les gangs pakistanais qui avaient exploité un certain nombre de gens, c'était dans cette commune, tout ce réseau d'exploitation sexuelle des jeunes filles, etc., et même des jeunes hommes, qui avaient défrayé la chronique il y a une dizaine d'années. Bon. Cette mère, elle est d'origine pakistanaise. Alors ça, c'est pas gênant, moi, ça ne me pose pas de soucis. L'élection du maire en Angleterre, c'est pas tout à fait la même chose qu'en France, mais bon, peu importe. Mais surtout, elle porte le voile. Et elle n'a pas retiré son voile lors de son élection. Incroyable. Lors des photos qui ont été prises lors de son élection, elle porte le hijab. Bon, ok. Alors l'Angleterre a une autre tradition que la nôtre, une tradition de communautarisme, de communautés qui vivent les unes à côté des autres et qui ne se mêlent pas. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on appelait le creuset républicain français qui a bien disparu actuellement, mais tout de même, c'est un symbole. Alors on pourrait se dire, c'est l'Angleterre, c'est loin, ça nous concerne pas, etc. Si ça nous concerne, pourquoi ? Parce que en 2020, on n'en a pas beaucoup parlé. Il y a eu une élection pas très loin d'ici, à Garges-les-Gonesse, que tout le monde connaît, qui est dans le Val d'Oise, une commune du Val d'Oise, qui a plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette commune ? Il s'est passé qu'à 130 voix, une liste communautariste a failli être élue. À 130 voix.
Bon, par une liste qui était menée par Monsieur Sami Deba, qui est l'un des fondateurs du comité consultatif contre l'islamophobie, qui a été dissous par le ministre de l'Intérieur, et il a fait 49,9% des voix. Bon. Donc, on peut considérer que la prochaine fois, en 2026, donc dans un an, et ça rejoint la discussion qu'on va avoir sur les frères musulmans, on peut considérer que si ça continue comme ça, un certain nombre de communes vont tomber entre les mains des islamistes. Un certain nombre de communes, je le dis, vont tomber entre les mains des islamistes. Et donc c'est grave. Et le rapport dont on va parler tout à l'heure n'en parle pas. Et donc c'est un peu une inquiétude. Alors, il y a un certain nombre de gens qui commencent à s'en inquiéter, mais qu'est-ce qu'on fait contre ces listes ? Parce que ce sont des listes qui ne représentent pas la population. Moi, c'est ce que je reproche à la maire de cette commune anglaise, c'est qu'elle affiche son appartenance à l'islam, et donc ça veut dire qu'elle ne représente pas sa population. Or, un maire, le b.a.-ba, c'est de représenter la totalité de sa population. Même s'il a été élu à 54, 46, ou bref, peu importe, contre une autre liste, une fois qu'il est maire, il représente sa ville, il représente ses citoyens. Et bien là, on en arrive à une représentation partielle, communautariste de sa ville qui est inacceptable. Et ça nous pend au nez en France. Et voilà. Jérôme, je voudrais ajouter quelque chose, c'est que d'abord ça menace en France, effectivement, mais ce qui est encore plus pernicieux, c'est que la menace, c'est qu'il y en ait sur les listes, qui ne se présentent pas eux-mêmes comme maires, c'est une chose, mais il va y en avoir plein sur les listes. Et qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui vont aller sur une liste ? Alors j'ajoute que dans l'affaire de Garges-les-Gonesse en 2020, cette liste donc, qui était affichée communautariste a été soutenue par LFI, comme par hasard. Évidemment, ça n'étonne personne. Mais je vous encourage à aller écouter l'interview de Fabrice Balanche, donc c'était cet enseignant de Lyon 2 qui a été expulsé de sa fac parce qu'il avait avec le soutien de la directrice, qu'il ne voulait pas de la rupture du jeûne. Il répond dans une interview à Florence Bergeau-Blaclair. Il explique comment les frères musulmans prennent le contrôle d'une municipalité. Il explique le processus via les associations, et ce sont des mécanismes qui sont connus depuis des années, des dizaines d'années. Et donc, ça nous pend au nez en 2026, c'est clair. On va marquer une pause et on va débattre de cette question, de ce rapport qui aurait mis, paraît-il, Emmanuel Macron en colère. Il découvre d'un seul coup qu'il y a des problèmes et qu'il faut des réponses rapides. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Valérie Expert. Allez, on continue nos débats et oui, ce sujet compliqué, complexe sur l'entrisme des frères musulmans. Quelle réponse apporter ? Le rapport fait 70 pages. J'ai pas eu le temps moi de le lire, mais je vais le faire. On l'a pas en entier en plus. On n'a que des extraits. Oui, enfin on a une partie de. Et je vous signale dans le point, il y a un entretien avec Bernard Rougier qui est islamologue et qui explique que le musulman non islamiste est la cible réelle des frères musulmans. Et le point a eu accès à un document également absolument saisissant. C'est un document, dit-il, d'une importance exceptionnelle. Il offre une plongée privilégiée dans l'imaginaire idéologique des frères musulmans et qui explique la volonté de conquête. Donc la réponse, quelle est-elle ? Déjà, comment on peut découvrir en 2025 et qu'on prétend être sérieux, et je vise à ce moment-là à la fois M. Retailleau et Emmanuel Macron, homme politique français, président de la République pour l'un, l'autre ministre de l'Intérieur, président d'un parti aujourd'hui, dire qu'on découvre aujourd'hui ce qui est à l'œuvre dans notre pays et dans d'autres zones européennes. Ça n'est pas possible, ça n'est pas sérieux, ça fait plus de 15 ans que les éléments sont renseignés, que nos services de renseignement évidemment, mais que des travaux universitaires, vous citiez un certain nombre un de ces universitaires à Lyon, mais on pourra en citer bien d'autres, que la réalité qu'on reconnaît et qu'on connaît dans notre quotidien, Jérôme en parlait tout à l'heure, 2020, une élection, le Conseil national du culte musulman bien avant, d'autres opérations. Donc on peut remonter à Nicolas Sarkozy pour se dire que c'est d'ailleurs 2000, vous vous rendez compte, 2007 pour se dire qu'on ne doit pas découvrir aujourd'hui. Et j'en veux beaucoup
à cette événementialisation qui est faite, par le ministère intérieur, parce qu'effectivement, elle est fait fuiter dans un contexte où il a besoin de faire pousser un certain nombre d'idées, et que Emmanuel Macron lui dise qu'il ne soit pas content pour les fuites, soit, mais pour le reste, qu'il découvre là aussi, alors que le rapport est chez lui, et qu'en plus, ça fait 8 ans qu'il est au pouvoir, qu'il ne peut pas, en tant que président de la République, nous dire « je découvre ça, je dois faire attention à la population musulmane en France », et ainsi de suite. Ça n'est pas acceptable. On est face à quelque chose qui est trop important. Jérôme l'a décrit tout à l'heure parfaitement bien. La prise de contrôle politique d'une population. Donc la prise de contrôle politique, elle est déjà religieuse en grande partie, elle est économique, disons-le clairement aussi. Personne ne parle de cette économie parallèle devenue principale. Elle est reliée très largement au trafic de drogue aussi. Oui. Donc ça veut dire qu'on est dans un monde aujourd'hui qu'on ne regarde pas avec les vraies lunettes, si vous voulez. La lunette du narco d'un côté, la lunette des frères musulmans de l'autre, elle n'est plus actualisée. Il faut se dire aujourd'hui que le combat est tout autre et qu'il est au-delà même parfois des frères musulmans, parce qu'il y a d'autres filières qui fonctionnent aussi. Donc arrêtons avec cette hypocrisie, vraiment arrêtons avec cette hypocrisie. Faisons pas croire aux Français que ça démarre aujourd'hui, ça a commencé depuis bien longtemps, et il faut que les hommes politiques aujourd'hui, qu'ils soient au pouvoir ou à côté, arrête de nous raconter des histoires et ne nous fasse pas croire que ça commence aujourd'hui. Je vous le dis, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Emmanuel Macron en tête aujourd'hui. Sophie. Jean-Christophe, oui, mais moi je trouve que le président de la République devrait être enchanté que ça ait fuité, entre guillemets, parce que le problème... Ça dit surtout qu'il n'a rien fait pendant 8 ans. Excusez-moi. Mais alors, pour le coup, c'est pour ça qu'il n'est pas content à la base. Il n'est pas content parce que ça démontre qu'il n'a rien fait depuis 8 ans. Où est son discours sur la laïcité qu'on attend depuis 8 ans ? Oui, enfin, c'est même plus une question de laïcité. C'est une question de politique internationale, de combat. Et je pense que ce qui est très grave, c'est que on est tous en train de se dire comment on fait. Et personne ne sait, ni les politiques d'ailleurs. Il faut interdire tout de suite, oui, mais qui a le pouvoir d'interdire et comment? Et pour que la population, parce que comme on a LFI qui, derrière, soutient tout ça, il faut que les Français, ceux qui nous écoutent, soient au courant. Donc ce rapport devenu public, c'est un bienfait pour que les gens prennent conscience de la réalité. Ils en ont conscience, enfin, je veux dire, il y a que les politiques qui s'en rendent pas compte. Mais enfin, quand vous avez des gens qui retirent leurs gosses des clubs sportifs, quand vous avez dans votre vie quotidienne, en Ile-de-France, j'ai une amie dans le Fils, pareil, je veux faire du café du commerce, très bon joueur de foot, obligé de retirer son fils d'une école parce que... Je suis pas sûre qu'ils soutiennent les Français tellement la répression. Jean-Christophe l'a dit un peu, mais moi je vais en remettre une couche. Le pire, c'est quand même l'aveuglement de l'Occident vis-à-vis de ces stratégies. Enfin, on a eu des exemples dans des pays qui sont musulmans. Mais l'Algérie, ne serait-ce que l'Algérie. Attends, je termine. L'Algérie, l'Égypte, le Maroc, de tentatives de prise de pouvoir par les frères musulmans. Ils ont en partie réussi. Heureusement, en Égypte, ça a été arrêté. Ça a été des massacres. Mais bon, voilà. Le général Sissi est arrivé, je peux le dire, au bon moment. Au Maroc, ils ont pris le pouvoir, ils se sont révélés totalement incompétents. Et le roi a repris la main. Mais il était minuit moins une. Tout à fait. Minuit moins une. En Algérie, on a eu cette guerre terrible contre le GIA. Mais là aussi, les militaires ont repris le pouvoir. Et j'allais dire, heureusement, d'une certaine manière. Alors maintenant, on le paye. Mais je ne vais pas épiloguer sur les rapports France-Algérie. Mais on a eu des tentatives dans ces pays-là. Aujourd'hui, les tentatives frappent un certain nombre de pays européens. Moi, j'entendais l'autre jour un politologue et un géopoliticien, très compétent, qui a beaucoup écrit sur l'Iran. Bon. Et qui disait, malheureusement, alors j'étais stupéfait, il argumentait en disant la Belgique, c'est terminé. La Hollande, c'est terminé. Ça rejoint d'ailleurs l'entrisme des narcotrafiquants. Ça a commencé les années 80 avec le GIA, puisque c'était là que c'était hébergé. J'en ai parlé tout à l'heure, on voit ce qui arrive. Et le prochain pays cible, c'est la France. Ouais, bien sûr. Tout le monde sait ça depuis 15 à 20 ans. Tout le monde. Si. Mais ça révèle surtout... En tout cas, ceux qui nous dirigent le savent. Ils ont des rapports comme ça sur leur bureau, de la DGSI, de la DGSE, depuis une vingtaine d'années, sur l'évolution. Et on ne fait rien. Et on s'excite avec ce rapport. En attendant, on a beau pas être RN, Marine Le Pen avait quand même raison. Moi, j'étais scotché de l'entendre. Jean-Marie Le Pen, si vous écoutez des discours de Jean-Marie Le Pen il y a 30 ans, c'est ce qu'il est. Rappelons-nous les états généraux de la droite en 1986. Il ne s'agit pas de Marine Le Pen, il s'agit d'Alain Juppé, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac et tous les autres qui étaient à ce moment-là. 86, 92, 91. Non, je te parle de ceux de 80, avant les élections législatives. On est
est à 0 immigration. Attention, danger de l'islam, ainsi de suite. Je ne remonterai même pas au Parti communiste français dans 1982 qui a à peu près les mêmes discours, ainsi de suite. Donc on sait tout ça. Donc il ne s'agit pas d'en vouloir à une population. Il ne s'agit pas d'en vouloir à une partie de la population française qui est légitimement française. Évidemment qu'il n'y a rien à faire là-dessus. Maintenant, ce danger qui n'est plus un danger, qui aujourd'hui qui n'est plus une menace, qui est une réalité, ça a été dit. C'est une réalité concrète. Parce que si vous allez au-delà de la victoire potentielle en 2026, vous avez déjà des gens qui, dans les conseils municipaux en France, et c'est sur les listes, viennent, avec leur système. Dans l'administration française, ce qui est terrible, c'est que ça démontre une pauvreté de la pensée politique, parce que tous ceux que vous dites, à droite comme à gauche, ils ont échoué. Alors à gauche, on pouvait légitimement penser, parce qu'il y avait un côté humaniste, ouverture, sympa, on veut dire, de l'ouverture. En revanche, le culte musulman, Sarkozy les a fait venir avec son histoire de fusion, en espérant. Retailleau, il a laissé passer plein de choses quand il était au pouvoir aussi. Il n'y a pas une pensée politique, il y a un émiettage avec une montée des élites côté LFI qui percolent partout, et ça c'est vrai que c'est insupportable. Je pense qu'il y a quelque chose de très important à dire, qui a été très bien dit par Roselyne Bachelot, c'est qu'en plus, ça c'est vrai, il ne faut pas confondre non plus le salafisme et les musulmans. Il y a 43... Non mais attendez, c'est ce que je dis de Bernard Roger, ils sont la cible de salafistes. 43% des musulmans ne veulent pas de femmes voilées. Il y a des chiffres hallucinants qui font que les musulmans, la population musulmane, n'est pas d'accord avec ça. Malheureusement, il y a une pression, il faut leur expliquer cela. Il y a une logique. Il y a une confusion qui est dramatique. Une logique qui fait que les démocraties, et en général dans les pays occidentaux, sont mal armées contre les totalitarismes. On ne sait pas lutter contre les totalitarismes. Que ce soit un totalitarisme nazi, communiste, aujourd'hui islamiste, on est complètement désarmé. C'est ce que tu disais. On émiette, on fait des petites mesures. Quand je lis ce qui est pas seulement, ce sont des gens aussi très intelligents qui savent ce qu'ils font. Non, mais des barges, ça veut pas dire qu'ils sont non, mais pas barges, illuminés, mais peut-être pas barges. Ouais. Et quand je lis le rapport, ce qui en est sorti sur les préconisations, mais les bras m'en tombent. Il y a deux préconisations qui m'ont choqué. Un, il faut enseigner beaucoup plus l'arabe à l'école. Et le deux, on pourrait en rire, mais c'est grave. Et le deux, c'est de reconnaître l'État palestinien. Qu'est-ce que ça vient faire? Est-ce que je peux raconter une petite anecdote très rapide? J'avais une amie qui est enseignante en gestion et qui avait une très bonne élève qui est partie en Algérie pour les vacances et qui est revenue avec qui a mis le voile une fois. Elle lui dit: tu mets le voile? Oui, j'ai envie. Elle est partie en vacances en Algérie. Elle est revenue sans le voile. Elle lui dit: t'as retiré le voile? Elle dit: oui, ils s'en foutent là-bas en fait. Non, mais il faut voir que. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus un sujet chez nous que chez eux. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est on est à la question, on en est à la question de faut-il interdire les frères musulmans? Ce que fait l'Égypte, ce que font un certain nombre de pays, des Émirats Arabes Unis. Enfin, il y a plusieurs pays qui combattent les frères musulmans. Vous avez des républiques comme le Tadjikistan. Le Tadjikistan, où on n'a pas le droit, la prière de rue est interdite, les barbes trop longues sont interdites, les femmes n'ont pas le droit d'être habillées en noir. Donc c'est pas quand on parle d'islamophobie, ça n'a strictement rien à voir. Vous avez parfaitement raison. Quand vous discutez avec des diplomates égyptiens qui ont connu les tentatives de prise de pouvoir des frères musulmans, ils vous disent: mais vous êtes complètement barge. Mais sauf que ces gens, et je la recite, Jamila Ben Habib, achetez le livre, il doit valoir 3 € en livre de poche, Ma vie à contre-coran, 2008, elle raconte ce qui s'est passé en Algérie, comment ils sont arrivés au pouvoir, comment ils ont par la société, en allant auprès des associations, dans les clubs sportifs, tout ça était écrit et raconté. Qui a le pouvoir du jour au lendemain d'interdire? Je suis d'accord, il faut des décisions. Qui a le pouvoir du jour au lendemain d'interdire? Le ministre de l'Intérieur peut parfaitement interdire les frères musulmans. Non mais alors attendez, il y a plusieurs choses. Interdire le voile. Mais ça veut rien dire, les frères musulmans. C'est une nébuleuse, c'est gazeux. Qui a le pouvoir aujourd'hui de dire stop, plus de voile? Non mais c'est pas la C'est un symbole. C'est un symbole, mais c'est pas la. Il s'agit pas de dire c'est interdit, on laisse les proviseurs se démerder dans les lycées, parce que c'est comme ça que ça se gère. Et qui a le pouvoir d'interdire des listes communautaristes? Ça, le ministère de l'Intérieur peut parfaitement le faire. Il peut pas accepter. Moi, je pense qu'on a une difficulté aujourd'hui, c'est que on a pour 2 ans en tout cas au moins, et ça comprend l'épisode municipal, et c'est là où Jérôme a raison d'insister sur ce danger à ce moment-là. 2 ans, c'est quoi? 2 ans d'une Assemblée nationale qui aujourd'hui n'a aucune majorité. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde flou, faible,
avec une gouvernance faible de ce pays. C'est pas un moment où on peut prendre des mesures fortes, si vous voulez. Même si Bruno Retailleau, effectivement, qui n'a jamais gouverné auparavant, veut proposer, par exemple, un texte qui dépasse ces espèces de conclusions. Peut-être d'ailleurs que le président de la République a considéré que ces mesures et mesurettes n'étaient pas acceptables face au danger en réalité qui est aujourd'hui proposé. Mais il avait 8 ans auparavant pour le faire, on le rappelle. La réalité, c'est que ça va être difficile pour un gouvernant ou une gouvernance, quelle qu'elle soit aujourd'hui, d'arriver à l'Assemblée nationale avec un projet qui dise haro avant les municipales, attention là on est en grand danger, ainsi de suite. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir immédiatement une partie des gauches, une partie du centre. Alors monsieur Attal non, parce que regardez, lui depuis Renaissance, il aimait quelque chose de plus fort puisqu'il dit il interdit le voile jusqu'à 15 ans. Donc mais au-delà de la blague, si vous voulez, c'est au moins quelque chose qui est en train de se passer. C'est le mérite de ce moment. Maintenant si ça reste un moment, c'est dommage. Sur l'affaire des municipales, d'abord un préfet peut parfaitement, lors du dépôt des listes, refuser une liste. Ça peut être fait. Ça devait être d'ailleurs demandé à Garges-les-Gonesse. Ça a été demandé à Garges-les-Gonesse et ça n'a pas été accepté par le préfet. Il a commis une faute majeure. Mais il a parfaitement les moyens de le faire sans qu'on légifère. Ça, c'est du concret. Si vous me permettez, il n'y a pas besoin de majorité à l'Assemblée. Un coup de dégoût, de nausée. Ce matin, il y a eu un attentat terrible. 2 personnes ont été assassinées à Washington. Un homme a assassiné donc 2 personnes devant le musée juif de Washington au cri de Free Palestine. Et que croyez-vous que Thomas Porte, député La France Insoumise, fit à 9h59 ? Un tweet Free Palestine. Oui. Non mais... On est là. Faut arrêter, pourquoi ? Mais posez-vous la question pourquoi. LFI, c'est pas compliqué, mais c'est une stratégie. C'est les seuls qui vont au contact aussi de cette population et de ces zones-là. Pourquoi ? Parce qu'on le redit, je vous le redis. Pourquoi ils l'ont fait ? Pas parce qu'ils sont convaincants dans leur démarche. C'est qu'ils ont passé des accords avec des gens qui contrôlent des populations. Je vous le redis. C'est un contrôle politique parce que religieux. Et dans cet espace-là, le religieux et le politique ne sont pas séparés. Rappelez-vous bien qu'ils ne sont pas séparés. Et de l'autre côté, vous avez un contrôle économique. L'économie parallèle est devenue principale. Et donc, elle maîtrise, elle corrompt. Elle maîtrise jusqu'au moment où elle corrompra d'ailleurs d'autres personnes. Vous parliez de préfet, ainsi de suite. Demain, tout ça n'est pas tout à fait impossible. C'est pas de la fiction, si vous voulez. Donc, LFI s'est branché sur un instrument de développement politique qui, d'ailleurs, se retournera contre eux à la sortie. Parce que ils seront les dindons de leur propre farce, parce qu'à la sortie, quand les frères ou quand d'autres prendront le pouvoir, les LFI sortiront de la radar. Je rappelle le livre de la journaliste iranienne qui raconte que les communistes, toute la gauche iranienne s'était associée à l'ayatollah Khomeini. Dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils se sont fait dégommer dans le mois qui suivait. Ce sont les idiots utiles. D'ailleurs, dans le parfait petit manuel de la prise de pouvoir du frère musulman, vous avez approché les mouvements d'extrême gauche. Approché les mouvements d'extrême gauche. On se retrouve dans un tout petit instant, c'est l'heure de la pub. Quelques petites réclames. Et bien, je vais vous donner nos gagnantes, Michel d'Arcachon et Delphine de Hourtin, qui ont gagné le magnifique bracelet qui est offert par Sud Radio à l'occasion de la Fête des Mères et par le vent à la française.com. Donc des bracelets entièrement fabriqués en France, très joli cadeau. Donc nous célébrons et vous pouvez gagner toute la journée dans toutes les émissions un bijou unique pour une femme unique. Voilà. Moi c'est Gilbert de Paris. Voilà. Pour le standard. Sud Radio et le vent à la française. Je vous encourage à aller voir le site. On se retrouve dans un instant avec vous. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Bon, je propose qu'on change de sujet. Il y avait le sans transition, comme on dit. Il y a une transition. 66% des Français souhaitent que les policiers municipaux soient armés. C'est un sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. Bon, et une majorité de Français est favorable à l'armement systématique des policiers municipaux. Et on voit que des villes qui étaient opposées aux caméras de surveillance et autres changent un petit peu compte tenu des circonstances. Moi, j'ai une inquiétude. C'est la formation du policier municipal. D'abord, il n'a pas du tout la même fonction qu'un policier normal, entre guillemets. Il a 6 mois de formation et un peu différenciés. Comment sont-ils acceptés ? C'est sous les ordres du préfet, nous sommes bien d'accord. Donc, la police municipale, non. C'est le maire. Il obéit au maire. Non, mais c'est le maire qui doit autoriser le préfet qui doit autoriser le Non, d'abord ça c'est Paris, puisqu'il y a le préfet de police à Paris, c'est un statut très particulier, mais dans toutes les autres communes, la police municipale est sous l'autorité soit de l'adjoint chargé de la sécurité, mais il faut l'autorisation du préfet. Mais non. Bon, peu importe, c'est pas la question. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dogme ni de règle. C'est-à-dire que le maire
peut accepter qu'il porte des armes et l'autre maire pourra dire non. Donc cette espèce de flou artistique qui consiste à dire ah non, moi c'est de la médiation culturelle plus que de la sécurité. L'autre ce sera vraiment de la sécurité. Ils seront des Madame Hidalgo a toujours refusé que sa police municipale. Il faut lui rendre grâce parce que c'est elle qui l'a créée. Oui, mais il n'y a pas de règle. Mais sa police moi j'étais à Cannes, il porte des armes. Et ça aboutit à quoi la police municipale non armée à Paris? D'abord, ça aboutit à ce qu'elle est c'est des parcs et jardins. Oui, c'est à peu près ça. C'est des animateurs d'ambiance. Et deuxièmement, ça aboutit au fait qu'on n'arrive pas à recruter. Tout simplement parce que les gens n'ont pas envie de se faire canarder sans pouvoir se faire défendre. La coexistence, en plus, c'est compliqué entre la police régalienne qui a tous les droits et celle qui n'a pas accès à toutes les possibilités. Pas tous en même temps. Juste dire que c'est Sophie qui a raison. Il possède des pouvoirs, la police municipale possède des pouvoirs de police générale lui permettant de mener des missions de sécurité publique. Il exerce ses pouvoirs au nom de la commune sous le contrôle administratif du préfet. Oui, mais pas l'armement. C'est le préfet qui donne l'armement. Oui, mais c'est le préfet qui donne l'agrément. Mais pourquoi il y a une police municipale ou des polices municipales est formée dans les conditions dont Sophie a parlé? C'est que le régalien a été abandonné en grande partie pour s'occuper de plein de choses. Donc l'État devrait revenir à la base de ce qui est sa mission, notamment sur la sécurité. Moi, je veux qu'il y ait plus de police nationale, moins de police municipale. Il n'y a pas besoin. Et la question de l'armement, c'est une manière, si vous voulez, de dériver. On dérive encore une fois. On fait porter par d'autres l'affaire. Parce que le financement de cette police municipale, c'est fait évidemment par la municipalité, puisqu'elle choisit de l'avoir ou pas l'avoir. Et donc, mon inquiétude, si vous voulez, c'est que le régalien, encore une fois, se défait petit à petit d'une grande partie de ses responsabilités. Il devrait se concentrer sur ses responsabilités. La police et la sécurité s'en est une. Moi, je ne suis pas un adversaire de la police municipale en tant que telle, si vous voulez, mais je considère que je préfère des gens mieux formés, avec des statuts, avec des capacités de carrière, avec des moyens de rémunération supplémentaires, avec un cadre homogène pour l'ensemble du pays. Ça, c'est quelque chose qui doit être centralisé. Oui, mais ça, on ne va pas revenir sur ce sujet-là. Que toute la police parisienne, et ça mériterait d'être sous le contrôle d'une police municipale, et dans mon quartier où je ne peux pas rentrer sans une carte d'identité pour savoir où j'habite, à cause des taxis qui sont là nuit et jour et qui bloquent. Et comme ils bloquent, mais intéressant. Comme ils bloquent évidemment le ministère des Transports et qu'il y a la rue de Varennes, etc. C'est effectivement, ils sont morts de peur. Bon, mais typiquement, je ne sais pas pourquoi il y a des policiers, ça devrait être une police municipale. Donc il y a quand même énormément de maintien de l'ordre. Paris, c'est un statut tout à fait particulier. C'est la capitale de la France. C'est votre quartier, Sophie, donc ils mettent la police. Je sais. Non, mais d'une manière générale, est-ce qu'il faut armer cette police municipale? Moi, je suis pour l'armement des polices. Je m'inscris un peu en faux sur ce que dit, pour une fois, Jean-Christophe. Je pense que c'est un combat d'arrière-garde. On ne reviendra plus. Tu penses qu'on va revenir? Mais non, on va privatiser un jour aussi. Non, je crois pas. Enfin, les polices municipales, elles sont là. Les maires en sont contents globalement. Les habitants en sont contents. Le sondage va dans le bon sens. Et je crois pas qu'on reviendra sur. C'est qu'une histoire de formation. Il faut former les gens. Et puis voilà. On n'arrive pas à finir les phrases. C'est compliqué. Donc j'essaie de terminer ma phrase. On ne reviendra pas sur cette séparation entre la police nationale et la police municipale. D'ailleurs, ça se passe plutôt pas mal dans toutes les villes, sauf à Paris où c'est compliqué. Mais en réalité, tout le monde est satisfait. Voilà, donc c'est ça. Donc il faut former ou pas? Il faut former ou pas? Il faut former, un peu plus. Armer et former. Mais armer, ça relève de la majorité municipale. À Paris, s'il y a un changement de majorité municipale, la police municipale sera armée. Jérôme, je pense que si on dit que c'est fait et qu'on continue comme ça, effectivement, à ce moment-là, il faut d'abord un statut un peu plus serré. Il faut mieux former et à ce moment-là, livrer la possibilité d'avoir des armes. Pourquoi pas? Parce que ça consigne. Et quelles armes? C'est quelles armes d'ailleurs, entre parenthèses. Après, je pense qu'il faut anticiper l'idée. Je vous le redis avec sérieux parce que je pense que ça, on va le voir. On le voit dans certaines zones d'autres pays du monde. Quand on a basculé au-delà de la police nationale et centralisée, on va un jour vers la police privée, parce que des zones en particulier sont à ce moment-là derrière. Et je pense que ça, il faut qu'on ait, le législateur doit s'en emparer très vite pour anticiper, parce que c'est un autre danger. C'est un autre danger pour nous. La police municipale, c'est pas une police privée. Il faut imaginer qu'on est face à cette police privée qui soit née en France et en Europe. En Europe, est-ce que tu as des exemples à nous? Non, mais elle ne s'appelle pas police privée au départ. Boîte de sécurité, il y en a quand même de plus en plus. Et donc, dernière minute, donc Bruno Retailleau, suite à la fusillade à Washington, demande au préfet de renforcer la surveillance des sites liés à la communauté juive en France. C'est la moindre des choses. Oui, c'est la moindre des choses. Quelqu'un me faisait remarquer, qu'est-ce qui s'est passé depuis le meurtre de la jeune fille à Nantes? On nous avait dit dans les lycées, il y a qu'à Faucon, on va faire machin.
On n'a plus jamais reparlé. Je peux vous dire que dans le 17e où j'habite, il y a un certain nombre de synagogues, il n'y a aucune protection. Ouais. Il n'y a aucune protection. On va voir. Des barrières. Donc des annonces, le coup de com' permanent, comme dirait notre ami Arnaud Benedetti. Merci à vous, très bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.